jamais l'ancien président Yahya Jammeh retournait au pays, il serait immédiatement arrêté et poursuivi pour les plus graves affaires, a déclaré Aboubacar Tambadou dans un discours consacré à la nouvelle année judiciaire en Gambie. Dans un récent enregistrement diffusé sur les réseaux sociaux, Jammeh réclamait le respect de ce qu'il considère comme ses droits, et notamment celui de rentrer. Des milliers de ses partisans ont également manifesté jeudi dans la capitale Banjul pour réclamer son retour d'exil. Cette polémique survient alors que les travaux de la commission Vérité et Réconciliation doivent reprendre dans le pays. Après un an d'audition de témoins et alors que nous entrons probablement dans la seconde et dernière année, on ne peut plus écarter les crimes contre l'humanité commis en Gambie entre juillet 1994 et janvier 2017 sous l'ancien président Yahya Jammeh. Ceux identifiés par la commission seront portés devant la justice, a ajouté Tambadou. La commission a été établie en 2017 et a démarré ses auditions en janvier 2019. Sa mission est d'enquêter sur les violations des droits humains entre 1994 et 2016, favoriser la recherche de la justice et des réparations pour les victimes, œuvrer à la réconciliation. Officier arrivé à la tête de la Gambie par un coup d'État en 1994, Yahya Jammeh a dirigé pendant 22 ans un régime de féroce répression. Il a été poussé à s'exiler en Guinée équatoriale en janvier 2017, cédant à une intervention militaire africaine après avoir rejeté sa défaite à la présidentielle face à l'opposant Adama Barrow. Il s'agit de la première réunion depuis septembre 2019 du comité de suivi de l'accord d'Alger CSA de 2015 qui prévoit le désarmement des groupes rebelles et leur intégration dans les forces de défense maliennes. La coordination des mouvements de l'Azawad CMA ex-rébellion, une alliance de groupes rebelles signataires de l'accord de paix avec Bamako en 2015, avait suspendu en septembre 2019 sa participation au CSA après le report d'une réunion de cette instance prévue à Kidal. La rencontre s'est bien passée après 4 à 5 mois sans réunion du CSA. Nous avons notamment parlé du redéploiement des forces armées maliennes dans le nord, de manière générale et en particulier à Kidal, a déclaré le chef de la mission de l'ONU au Mali, Mahamat Saleh Anadif, à l'issue de la réunion qui s'est tenue dans un hôtel de la capitale malienne. C'est la première fois qu'il y a eu une vraie discussion sur cette question, a-t-il ajouté. L'armée malienne n'a pas repris pied dans cette ville depuis des combats en mai 2014 pendant une visite du Premier ministre de l'époque, Moussa Mara, qui s'était soldée par sa lourde défaite face aux rebelles qui, depuis, contrôlent la localité. Entre autres, l'ordre du jour de la réunion du CSA dimanche prévoyait le redéploiement à Kidal des premières unités de l'armée nationale reconstituée, formées par des forces armées maliennes, des combattants de l'ex-rébellion et des groupes armés pro-gouvernement. Près de 7000 personnes, dont 1 millier de réfugiés, ont fui l'insécurité et la violence après la récente attaque contre la ville de Chinégodar, à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec le Mali. Selon le test, les témoignages recueillis mentionnent des populations civiles craignant pour leur vie après un ultimatum de la part des groupes armés. Selon le HCR, elles sont cibles d'attaques, d'enlèvements, d'assassinats, tandis que leurs biens sont appropriés par ces groupes. Depuis 2018, l'ONU indique que l'insécurité persistante est un obstacle à l'acheminement de l'assistance d'urgence aux dizaines de milliers de déplacés de la région de Tillabéri. En octobre 2019, le HCR a compté 56 815 réfugiés maliens, 2190 burkinabés et 78 044 déplacés internes dans les régions de Tillabéri et Tawa à l'ouest
victime d'attaques des groupes djihadistes sahéliens. L'attaque de Chinégodar est survenue un mois après celle d'Inates, dans la même région de Tillabéri, frontalière du Mali, qui avait coûté la vie à 71 soldats et traumatisé le pays. Le 25 décembre, une attaque à Sanam, également dans la même région de Tillabéri, a coûté la vie à 14 soldats nigériens. Les 3 attaques ont été revendiquées par l'État islamique. Le modus operandi des 3 attaques est le même, avec l'utilisation de motos et véhicules transportant des combattants armés, puis une fuite vers le Mali. Tout le Sahel, en particulier le Mali, le Niger et le Burkina, est visé par les assauts de plus en plus audacieux de groupes islamistes, en dépit du renforcement des armées locales et de la présence de 4500 militaires français de la force antiterroriste Barkhane. Selon l'ONU, les attaques djihadistes au Mali, au Niger et au Burkina ont fait 4000 morts en 2019. Le Congolais m'a confié une mission et je dois rendre compte à ce peuple. Et celui qui ne va pas suivre mes instructions et qui s'attachera aux instructions de sa famille politique, il sera viré, a déclaré le chef de l'État dimanche devant la diaspora congolaise à Londres. Cet avertissement vise directement les ministres issus du Front commun pour le Congo FCC pro-Kabila, soit la majorité des 67 membres du gouvernement. Jusqu'à présent, je n'ai vu aucun ministre s'opposer à mes décisions. Mais certains ministres me disent qu'ils subissent des pressions, a-t-il ajouté dans un discours en lingala. Je ne peux pas dissoudre l'Assemblée nationale tant qu'il n'y a pas crise, a-t-il ajouté. Mais en cas d'obstruction, je serai contraint en fin de compte de prendre la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Le président a été investi il y a tout juste un an, le 24 janvier 2019, en présence de son prédécesseur Joseph Kabila, première transition pacifique du pouvoir au Congo. Kabila a gardé une vaste majorité au Parlement et à la tête de la plupart des 26 provinces. Les 2 hommes gouvernent depuis en coalition sur la base de ces résultats officiels des élections du 30 décembre 2018. Ce scénario est contesté par l'autre candidat de l'opposition, Martin Fayoulou, qui revendique la victoire à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Il accuse Kabila et Tshisekedi d'avoir fabriqué les résultats avec la complicité de la Commission électorale et de la Cour constitutionnelle. Pour rappel, le président Félix Tshisekedi se trouve à Londres pour participer à un sommet sur l'investissement. Le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines a mis en garde les États qui tenteraient de déstabiliser l'élection présidentielle de 2020 en Centrafrique lors d'une conférence de presse organisée lundi à l'occasion de sa visite dans le pays. Je plaide pour que le processus soit transparent. Nous nous opposons à toute force qui tenterait de déstabiliser les élections et le pays. C'est la toute première fois que je viens à Bangui. Ce que nous demandons pour tous les pays, c'est de fonctionner de manière transparente, ouverte et non dans la clandestinité. Les États-Unis restent très activement engagés en Afrique, l'ensemble des États-Unis. C'est la première fois depuis la visite de l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies en 2016 qu'un haut responsable américain se rend dans ce pays d'Afrique centrale classé parmi les plus pauvres au monde. Cette visite vient renforcer l'engagement des États-Unis à soutenir la paix et la stabilité en RCA à travers l'accord politique pour la paix et la réconciliation, avait indiqué l'ambassade américaine dans un communiqué publié le 15 janvier. Après 10 heures sous terre, ce mineur aperçoit enfin la lumière du jour. Dans cette mine clandestine, on creuse la terre sans équipement ni protection. Une activité à haut risque, qui rapportera au mieux quelques dollars à ce groupe d'orpailleurs à la fin de la journée. J'ai besoin de ce travail pour survivre, parce que je ne trouvais aucun travail en ville. Mon chef m'a appelé, il m'a dit « Viens, rejoins-nous dans ce business ». Et j'ai commencé à travailler pour lui. Dans cet état du nord-ouest du Nigeria, l'un des plus pauvres du pays, les minerais sont convoités et les mines sont régulièrement la cible d'attaques par des bandes armées. Face à l'insécurité, le gouvernement a interdit l'exploitation des mines en avril dernier. Malgré l'interdiction, les chercheurs d'or continuent à agir clandestinement.
L'autre conséquence de l'orpaillage dans la région, c'est l'empoisonnement au plomb. L'extraction artisanale de l'or, réalisée parfois à l'intérieur même des villages, libère ce poison qui contamine les sols et les eaux. À quelques kilomètres de la mine, dans cette clinique MSF, les médecins accueillent une fois par semaine les jeunes enfants contaminés. Aliou a été empoisonné il y a 2 ans. Les séquelles sont déjà visibles. À l'âge de 2 ans, il a été contaminé par du plomb. Son système neurologique s'est progressivement détérioré. Il a perdu l'ouïe, il a fréquemment des crises d'épilepsie et il est très nerveux. Nous avons vu quelques améliorations, mais il a toujours besoin de soins. Pour régler ce problème une bonne fois pour toutes, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'exposition au plomb. Les mineurs ne doivent pas travailler près des communautés. Les mineurs doivent respecter certaines mesures d'hygiène et avoir de meilleures pratiques de minage. Depuis 2010, près de 500 enfants sont morts dans l'état de Zamfara des suites d'un empoisonnement au plomb. Le professeur Pierre-Yves Mur, un des chirurgiens français qui a séparé le 13 novembre 2 siamoises camerounaises, a dit souhaiter leur retour dans leur pays natal avant la fin de l'année, l'une d'elles devant encore subir une opération cardiaque. Notre souhait est que les 2 enfants rentrent au Cameroun avant la fin de l'année si c'est possible, a déclaré le professeur Mur, chef du service adjoint en chirurgie pédiatrique à l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron, près de Lyon, dans le centre-est de la France. C'est siamois qui reviennent en bonne santé au Cameroun. L'acte qui a été posé à Lyon, c'est un acte technique majeur. Donc il faut louer ces gens qui ont mis en œuvre toute leur technicité, leur savoir-faire pour séparer ces enfants dans ces conditions. Parce que l'intervention n'a pas été facile. Ça, je le reconnais en tant que technicien. Oui, c'était très difficile de les voir coller et je sentais toujours mal à l'aise, toujours de les voir coller. Et maintenant, je suis déjà fière de les voir séparer, ça qu'on fait ces choses séparées. Né le 6 novembre 2018 au Cameroun, Bissi et Eyonga Merveille, qui étaient reliés par l'abdomen avec une partie du foie en commun, ont été séparés le 13 novembre durant une opération très technique qui a duré 5 heures. Dans le bloc opératoire, au moment de leur séparation, il n'y avait pas un mot, mais tout le monde se comprenait. On avait fait notre boulot et il y a eu quelques larmes d'émotion à l'issue, a décrit le professeur Mur.